Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Journaliste et critique de cinéma, théoricien de la nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque, Antonín Jaroslav Lim est décédé le 4 décembre à Prague à l'âge de 96 ans. Figure incontournable de la vie culturelle tchécoslovaque des années 60 pour ses contributions au journal Lidové noviny, Antonín Jaroslav Lim s'était exilé en 1969 après l'occupation de son pays par les troupes du pacte de Varsovie. Il a vécu en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour retourner à Prague il y a quelques années de cela. Il s'est également fait connaître pour sa Lettre internationale, une revue littéraire de défense de la culture tchèque indépendante qu'il a publiée en exil à Paris dans les années 80. C'est notamment de cette revue ainsi que du cinéma tchèque qu'Antonín Jaroslav Lim a parlé au micro de Václav Richter en 2005 et 2014. Nous vous proposons des extraits de ces deux entretiens. Vous êtes écrivain, journaliste, traducteur, donc l'homme de multiples activités. Laquelle de ces activités vous est la plus proche, la plus chère? Dans ma vie, j'ai appris que c'est toujours cette activité qui m'est interdite d'exercer, que je ne peux pas exercer parce que ça m'est interdit ou ça m'est interdit par manque d'argent, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi des gens comme moi, je le conseille à tout le monde, il faut avoir toujours plusieurs activités parce que quand certaines deviennent impossibles, alors vous pouvez toujours vous réfugier dans l'autre. Vous vous êtes toujours intéressé au cinéma. On vous considère comme le théoricien de la nouvelle vague du cinéma tchèque des années 60. Dans quelle mesure vous avez participé à ce mouvement des cinéastes tchèques? Théoricien, c'est trop dire. Ça, je dirais pas. Mais je crois que j'étais un accompagnateur de ce qu'on appelle à Prague, pas en France, la nouvelle vague tchèque, parce que la nouvelle vague existait en France. Et ici, nous avions appelé ça le miracle du cinéma tchèque, parce que c'était pas seulement les jeunes. Il y avait à l'époque 20 réalisateurs tchèques qui étaient connus dans le monde entier et qui avaient de 20 ans à 60 ans. Alors, il y avait plusieurs vagues, si vous voulez. Mon rôle était de les accompagner et, si vous voulez, de leur tenir le miroir. C'est-à-dire de leur dire ce qu'on ne leur disait pas parfois, de les défendre contre ceux qui les aimaient pas et de les défendre contre eux-mêmes quand ils désiraient de ne pas être critiqués. Quelles étaient les particularités du cinéma, de la nouvelle vague tchèque, et quels étaient les personnages les plus importants? Mais les personnages, vous savez, il y avait d'un côté des gens qui ont commencé déjà de lutter pour le cinéma tchèque en tant qu'art avant la guerre. Et je crois la première personne dans ça était un réalisateur qui a aujourd'hui 90 ans et qui s'appelle Otakar Vávra et qui a enseigné à l'école le cinéma à la jeune vague. Et la jeune vague, quand elle a commencé un film, a amené le vieux Vávra, qui a fait plein de mauvais films aussi, l'a amené avec elle, et il a fait à la même époque ses deux meilleurs films de sa vie. Et entre Vávra, qui avait presque 60 ans à l'époque, et le jeune qui en avait 25 ou 24, il y avait encore des gens qui avaient 30 ans, les grands gagnants du Festival de Cannes, Kadar Eklos, Wojciech Jasny qui avait 40 ans, etc. C'était très large. Alors vous avez naturellement ce qu'on appelle la nouvelle vague ou la jeune vague. Ils s'appelaient eux-mêmes la jeune vague. Forman, Chytilova, Passer et d'autres. Vous avez la génération intermédiaire, c'est-à-dire Jasny, Kadar, Klos et bien d'autres. Et vous avez les anciens, Fritsch, Vávra et d'autres. Et quelle était la particularité des années 60? Que grâce au fait que l'État, la société subventionnait ces films, et payait. Ils avaient un studio, ils avaient une usine, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, et en même temps, le pouvoir n'était plus assez fort pour les enchaîner. Et à ce moment-là, naturellement, 3 générations, presque 4, 3 générations et demie de cinéastes tchèques, de réalisateurs tchèques, etc., pour la première fois dans leur carrière, avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient faire.
Dans les années 1980, vous avez lancé la revue Lettres internationales. Pouvez-vous présenter cette revue à nos auditeurs? Oui, mais c'était une revue qui essayait, elle existe toujours encore dans 3 langues, dans 3 pays, je crois. C'était dans les années 70, 80, etc. Écoutez, je vais vous le présenter un peu différemment. Quand on a fait dans la deuxième moitié des années 50, dans les années 60, etc., Literární noviny à Prague, on a vite compris que si on veut faire quelque chose en Tchécoslovaquie, il faut que la culture tchèque, tchécoslovaque, etc., doit devenir une composante de la culture mondiale. Et c'est ce que la Literární noviny dans les années 60 sont devenus. Il y avait le rattachement de la culture tchèque, de l'identité tchèque à l'identité européenne, mondiale, était très importante. Et c'est ce qu'on a fait. Quand je suis sorti, je dis, mais il faudrait maintenant qu'il y ait un journal pareil en Europe. Et on a essayé, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, et ça a duré. Et finalement, la Lettre internationale, c'était à un moment donné où on a trouvé un peu d'argent, on a commencé dans une salle de bain, dans une cuisine. On n'a jamais eu davantage d'argent pour faire mieux. Mais on a essayé de créer un journal qui serait lu dans différents pays, dans les différentes langues, mais qui intéresserait les lecteurs partout. Qui aurait, si vous voulez, le même sujet qui était un sujet culturel, national, mais international. Et c'est ce que c'était la Lettre internationale dans ses meilleures années. Finalement, paraissait dans 9 langues. Après la révolution de velours, vous avez tenté de relancer cette revue en Tchécoslovaquie. On a essayé de le faire avec Lidové noviny. On a publié, je ne sais pas, 9 numéros, 8 numéros, je ne sais pas combien, c'est-à-dire 2-3 ans. Et on m'a dit, ça n'intéresse personne ici. Et alors, si ça n'intéresse personne, j'ai abandonné. La Lettre internationale, progressivement, est disparue partout, sauf en Allemagne, où elle est encore assez importante, et bien faite d'ailleurs. Elle existe toujours en Hongrie pour des raisons d'une dévotion de certains gens à cette idée-là. Elle existe un peu en Bulgarie, en Italie, mais etc. Mais c'est vraiment maintenant dans un autre contexte, grâce à la dévotion de certains gens qui n'ont pas accès non plus à des moyens financiers assez importants et qui le font toujours parce qu'ils croient à cette idée-là. Ben, je ne suis pas sûr qu'ils ont raison parce que, naturellement, le monde a tellement changé, les moyens de communication ont changé, de lecture ont changé, tout ça. Lettre internationale est un enfant d'une autre époque. Et l'époque a changé. Avec l'arrivée de l'hiver et surtout des températures négatives, la ville de Prague rouvre ses foyers d'accueil à destination des personnes sans domicile fixe. 539 places en tout sont disponibles, plus que l'an dernier, mais les foyers ont individuellement une capacité d'accueil moindre afin d'éviter la propagation du Covid-19. Et d'ailleurs, des foyers spéciaux à destination des personnes contaminées ont également été prévus, comme nous le raconte Anna Kubishta. Tady bude recepce, kde se vlastně nahlásí. Tady je sociální zařízení, sprchy. Tady je jedna z denních místností. Ici, il y a la réception où les personnes viennent s'inscrire. De ce côté-là, les équipements sanitaires avec des douches. Et là, une des pièces de jour. 30 personnes peuvent être accueillies dans ces locaux. Dans chaque pièce, il y a un four à micro-ondes et une bouilloire électrique pour se réchauffer un repas ou se faire du thé ou du café. Místnosti mikrovlnku, rychlovarnou konvici, aby si mohli ohřát jídlo, dát si kafe nebo čaj. Jitka Modlibova est employée à l'Armée du Salut en collaboration avec la Charité de l'archidiocèse de Prague. L'organisation caritative assure la gestion d'un nouveau foyer d'accueil dans le quartier de Malešece à Prague. Ouvert le 1er décembre, il refermera ses portes en mars prochain. Le changement par rapport aux autres années, c'est que ça ne sert pas seulement d'asile de nuit, mais c'est aussi un centre d'accueil de jour. Cela signifie que les personnes dans le besoin peuvent y passer toute la journée et bénéficier de repas chauds.
Explique Stanislav Fiala de la Charité de l'archidiocèse de Prague. Tout comme ce centre de Malešice, plusieurs autres foyers ont été ouverts cette année, comme dans le quartier de Palmovka qui accueille spécifiquement les femmes, ou encore à Smichov. Les auberges de jeunesse mises à disposition par la mairie de Prague au printemps dernier pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus continuent de fonctionner cet hiver et la municipalité a ouvert d'autres foyers d'accueil, comme le précise Milena Jonova, conseillère municipale chargée des affaires sociales. Nous avons rajouté un asile de nuit que nous avons transformé en centre d'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet hiver, il y aura 2 foyers d'accueil pour les personnes qui nécessitent des soins médicaux. Un tout nouvel asile de nuit est également ouvert. Une des raisons de l'augmentation du nombre de foyers cet hiver est aussi la nécessité d'éviter une trop forte concentration de personnes en un même lieu, l'idée étant de réduire la capacité d'accueil dans chaque foyer pour prévenir d'éventuels clusters. Un foyer d'accueil destiné aux personnes contaminées au Covid-19 ou obligées de se placer en quarantaine en raison d'un cas contact a également ouvert ses portes dans le quartier de Vyšehrad. Cette année, la mairie de Prague a dû consulter les services d'hygiène de la ville pour anticiper le renforcement des mesures sanitaires. Des professionnels de la santé seront chargés de faire des tournées dans les foyers et des tests Covid seront aussi effectués, que ce soit dans les lieux d'accueil ou sur le terrain. Sur le terrain, ce qui signifie dans la rue, car souvent de nombreuses personnes sans domicile préfèrent pour diverses raisons ne pas séjourner dans les foyers et ne s'y rendent que pour bénéficier au moins d'un repas chaud. Les travailleurs de terrain assurent donc des tournées pour proposer des tests Covid gratuits cette année ou convaincre les personnes réfractaires de s'abriter, ne serait-ce que pour la nuit. Planter sa tente sur un terrain inoccupé et vivre en pleine nature, c'est ce que fait un nombre croissant de personnes, mais avec des maisons. Celles-ci portent le nom de micro-maisons ou tiny houses en anglais et viennent tout droit des États-Unis. Joseph Lefer nous en dit plus. Pour donner une définition simple de la micro-maison, on pourrait tout simplement dire qu'il s'agit de vivre mieux avec moins dans un espace réduit. Le mouvement qui en découle prône la simplicité volontaire. Dans ces habitations en bois ne dépassant pas 20 mètres carrés, chaque centimètre carré doit être optimisé, ce qui nécessite de ne garder que l'essentiel. Ce mode de vie prouve qu'il est possible de devenir propriétaire, même avec un petit budget. Joshua Woodsman, de son vrai nom Wojciech Walda, s'est lancé dans la construction de cabanes, de cottages et de tiny houses après ses études d'architecture avec son cabinet du nom de Pin-Up Houses. Cette entreprise est davantage axée sur le marché américain et représente le savoir-faire tchèque dans la construction de micro-maisons à l'étranger. La micro-maison est un thème qui est apparu plutôt récemment. Chacun peut concevoir sa propre expérience en fonction de sa façon d'aménager l'habitat. Ce n'est donc pas un sujet facile à définir. Ces micro-maisons impliquent un mode de vie centré sur soi-même. À la base, les gens qui vivent dans une micro-maison ne rejettent pas forcément le consumérisme. Ils n'ont juste pas assez de moyens pour vivre dans un grand pavillon. Ils ont besoin de vivre quelque part et pour cela, ils doivent réduire leurs besoins et se contenter de moins. Il est également possible d'en tirer un mode de vie. Ce sont ces deux aspects à la fois. Vivre dans une micro-maison convient généralement aux personnes qui cherchent à rejeter le consumérisme ainsi qu'à vivre plus près de la nature. Imaginé au début des années 2000 par l'architecte américain Jay Schaeffer, avec l'apparition de la Small House Society, les micro-maisons se sont popularisées à la suite de catastrophes naturelles et économiques comme l'ouragan Katrina en 2005 ou la crise des subprimes de 2008. Elles sont devenues des solutions pour se reloger rapidement et durablement, et ce pour pas trop cher. Cette tendance vient des États-Unis car de plus en plus de personnes ne sont plus en capacité d'acheter un pavillon comme c'est le cas pour la classe moyenne. Pour beaucoup, le rêve américain reste intact. Cette partie de la société développe alors un nouveau mode de vie avec les micro-maisons. Cela relève davantage de la sociologie que de l'architecture car cela ne se résume pas simplement à un habitat. Les gens trouvent une propriété, mais ils n'ont pas forcément le temps et les moyens de construire une grande maison, et la micro-maison permet de répondre à ces critères.
built quickly as the time need. Après avoir été initié aux États-Unis, le mouvement des micro-maisons a gagné l'Europe où il se développe au fur et à mesure. En revanche, des différences apparaissent quant aux motivations qui poussent les individus à choisir ce mode d'habitat en Tchéquie. Quand on sait que les États-Unis couvrent plus de 9,3 millions de kilomètres carrés, la Tchéquie avec ses 78 865 km² apparaît minuscule et par conséquent faire le choix de vivre dans une micro-maison n'obéit pas aux mêmes facteurs. En République tchèque, la situation est bien différente. Beaucoup d'habitations bon marché sont établies le long de nos frontières avec l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. Ce sont de vieilles maisons que l'on peut rénover afin de les habiter. Les Américains, eux, sont habitués à vivre sur la route. Ils se déplacent beaucoup comparé aux Tchèques, qui pour le coup sont très liés à leur lieu de naissance, ce qui ne les incite pas à bouger. Si une personne est née en Moravie et qu'elle habite ailleurs en République tchèque, elle n'est qu'à 2 heures par l'autoroute de sa région natale. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose en raison de la superficie du pays. Les habitants vivent souvent dans des États d'où ils ne sont pas originaires. Le mouvement des micro-maisons fait plus sens là-bas. Mais de nombreux Tchèques de Prague ou du centre du pays suivent la tendance et décident de se retirer de la civilisation. Ils veulent se reconnecter avec la nature et ils sont à la recherche d'un espace libre. Le mode de vie induit par les micro-maisons peut alors apparaître comme une solution pour eux. Ce n'est pas une nouvelle tendance, elle existait déjà dans d'autres pays dans les années 90. Teresa a fait le choix de ce mode de vie singulier que certains pourraient qualifier de spartiate et ne semble pas le regretter. Avec son conjoint, elle vit dans une micro-maison installée sur le terrain de ses parents dans la région de Vysočina au centre du pays. C'est comme quand on rentre dans un salon de thé en ville, on s'assoit et on a l'impression de ne plus être en ville. C'est pareil dans cette maison. Mais peu de gens aimeraient vivre ici. Beaucoup nous disent qu'ils aimeraient ça comme résidence secondaire, mais que sinon beaucoup de choses leur manqueraient et qu'ils auraient froid ici. C'est vrai que parfois il peut faire 7 degrés en hiver. En revanche, cet intérieur donne à la vie des airs de vacances quand vous habitez ici. La République tchèque connaît une pénurie de logements et Prague se trouve à la 11e place des villes les plus chères d'Europe en termes de loyer. Ce phénomène résulte de 2 tendances. D'un côté, une grande partie des appartements de la vieille ville sont loués aux touristes par la plateforme Airbnb. De l'autre, les grandes villes exercent une forte attraction sur les Tchèques à la recherche d'opportunités et d'évolution dans leur carrière. La crise du logement n'est pas une nouvelle pour Wojciech Valda. Elle existait déjà, selon lui, durant l'ère communiste, à la différence que davantage de logements pour les classes moyennes étaient construits à cette période. Le mouvement des micro-maisons n'est pas encore réellement implanté en République tchèque. Toutefois, ce mode de vie alternatif pourrait bien trouver sa place dans les années à venir en raison de la volonté des Tchèques de devenir propriétaires de leur logement. C'est ainsi que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou.